Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. Alors, ça fait presque exactement 50 ans depuis que le président de la France, Charles de Gaulle, a démissionné de toutes ses fonctions. Il était en pleine crise du genre mai 68, qui fait penser parfois à ce qu'on vit aujourd'hui en France, en 2019. Alors, justement, il a décidé de démissionner à la suite d'un référendum. Pourrait-on imaginer qu'un président français appellerait à un référendum et démissionnerait à ses fonctions si ses propositions échouaient? Alors, on a peut-être des choses à apprendre de l'histoire de Gaulle, non seulement par rapport aux événements qui se déroulent en France aujourd'hui, mais peut-être aussi dans le monde. Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Pierre Laurin est journaliste et écrivain, spécialiste de l'Union soviétique et de la Russie. Son dernier livre est L'Ukraine, une histoire entre deux destins. Bienvenue à l'émission, Pierre. Bienvenue, merci. Et à l'appareil, on a Jean-Yves Le Naour. Il est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire du XXe siècle. Bienvenue à l'émission, Jean-Yves. Merci, bonjour. Alors, je vais commencer avec vous, Pierre. Comment est-ce que Charles de Gaulle aurait géré la crise des Gilets jaunes? On ne sait pas exactement ce qu'il aurait fait, il n'est pas ici pour le dire, mais est-ce qu'il y a quand même quelques indices? Écoutez, il est toujours plaisant de faire des uchronies, de raconter l'histoire d'une manière différente. Oui, c'est souvent gratifiant pour ceux qui en parlent, mais parfois très loin de la réalité. Ce que l'on peut dire de Gaulle, c'est que il a géré mai 68 d'une très mauvaise manière au début et puis d'une très bonne à la fin. C'est-à-dire que lorsque les choses sont devenues vraiment sérieuses, il a essayé de faire rentrer le mouvement contestataire dans le rang par des petites mesures qui n'étaient pas vraiment susceptibles de calmer le jeu. Et puis, lorsque vraiment il a vu qu'il n'y avait plus d'autre solution, il a pris, comme il disait très souvent, il a pris de la hauteur, parce que lorsque on voyage dans les hauteurs, il n'y a jamais d'encombrement. Et il a, lors d'un discours célèbre le 30 mai, il a dissous l'Assemblée nationale, ce qui était vraiment un geste fort. Et il a gagné son pari parce que les élections législatives qui ont suivi au mois de juin ont été un triomphe pour ses partisans. Simplement, il sentait que sa légitimité était d'une certaine manière un peu entamée. Il y avait une fin de règne, puisqu'il avait été élu en 65, il pouvait aller jusqu'en 1972, son mandat allait jusqu'en 1972, à l'époque c'était un septennat, mais il sentait qu'il fallait un geste fort pour asseoir sa légitimité, et ça a été ce référendum catastrophique auquel, vers la fin, lui-même ne croyait pas. Et finalement, s'il s'est retiré de cette manière, en laissant le champ libre à son successeur Georges Pompidou, c'était avec un grand soulagement. Jean-Yves, est-ce que vous voyez des points communs entre mai 68 et là où on se trouve aujourd'hui, en mai 2019 ? Bien sûr qu'il y a des points communs, on en a d'ailleurs beaucoup parlé. Ce mouvement des Gilets jaunes, il est quand même d'une certaine façon incomparable. C'est-à-dire qu'on s'est référé à mai 68 tout d'abord, puis ensuite on a vu que les manifestants eux-mêmes parlaient de 1789, on retrouvait les mots de cahier de doléances, on parlait du souverain, de la monarchie républicaine. Donc on renvoyait à 1789. D'autres parlaient aussi du 6 février 34, du retour des années 30, disait Macron. Donc il y a plein d'analogies historiques. C'est votre invité, M. Honorable. Quand on parle du retour des années 30, alors ça c'est on a trouvé ça dans la bouche de Macron. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que il y a une montée des extrémismes, une montée du populisme.
Voilà, il y a une montée de l'anti-parlementarisme qui fait que il y a un certain nombre de points de comparaison. Après, comme toujours, comparaison n'est pas toujours raison, et dans les années 30, il y avait le spectre de la guerre qui montait, et la guerre a été présente depuis la victoire d'Hitler en 1933, et donc la guerre, c'était comme le Titanic qui fonçait droit sur l'iceberg. Donc là, nous ne sommes pas tout à fait dans cette situation, même si vous avez en introduction parlé de peut-être nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale, mais non. Et bien justement, quand la guerre de 14 est arrivée, ça a été une surprise, alors que tout le monde la prédisait en 1913, en 1914, plus personne ne la voyait. Ça a été le coup de tonnerre dans le ciel serein. Et ce que je voudrais dire effectivement, c'est que mai 68, c'était quelque chose. On fait la comparaison, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus organisé. C'est d'abord un mouvement étudiant, ensuite un mouvement social, et enfin, c'est une crise politique. Et pour ce qui concerne la crise sociale, il y a quand même 10 millions de personnes dans la rue. À l'époque, les centrales syndicales sont beaucoup plus puissantes qu'aujourd'hui. L'opposition est beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et il y avait une lassitude du pouvoir. De Gaulle était depuis 10 ans au pouvoir, depuis 1958. De Gaulle, c'est fini. 10 ans, ça suffit. Hein, voilà, il y avait ces slogans qu'on tourne la page. Et je souscris à tout ce qui a été dit par M. Nora, mais je voudrais ajouter simplement que De Gaulle, lui, au départ, pensait résoudre cette crise par un référendum. Il avait fait une intervention à la télévision pour proposer un référendum sur la participation. Alors qu'est-ce que c'est que la participation? Là, on peut gloser beaucoup parce que finalement, ça n'a jamais été vraiment défini, ni même par De Gaulle. Enfin bon, peut-être l'association des syndicats à la participation à la gestion des entreprises. Enfin bon, bref. Et c'est Pompidou qui, justement, 30 mai, pousse De Gaulle non pas à l'organisation d'un référendum, parce que c'est risqué un référendum. Hein, vous l'avez dit, si on a un non, voilà, c'est la catastrophe. Tandis que, surtout avec la pratique personnelle du pouvoir de Gaulle, tandis que avec les élections législatives, eh bien, la situation paraissait, après un mois de crise sociale et politique, les Français en avaient assez, et la situation paraissait beaucoup plus gagnable pour le parti gaulliste, et c'est ce qui s'est passé. Donc, De Gaulle, lui, voulait un référendum, c'est Pompidou qui l'a amené à organiser des élections législatives parce qu'il était beaucoup plus gagnable. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce populisme contre le mondialisme. En quoi est-ce que le monde était différent, Pierre Laurin, à l'époque de Gaulle? Le monde était différent dans la mesure où il y avait réellement deux blocs. Il y avait la division entre l'Est et l'Ouest qui était très marquée. Il y avait au milieu le rideau de fer. Il y avait le mur de Berlin. Il y avait une obligation de choisir son camp. C'est-à-dire que le débat international était beaucoup plus lisible dans la mesure où on était d'un côté ou de l'autre, et le dialogue à l'intérieur de chaque camp était un peu faussé parce que les États-Unis dominaient l'Ouest et que l'Union soviétique était la maîtresse absolue de l'Est. Mais il y avait tout de même une certaine latitude, et en particulier... la caractéristique de De Gaulle, c'était d'être fidèle à l'alliance atlantique, mais attention, on se retire du commandement intégré, ce qui fait que le siège de l'Alliance atlantique passe de Paris à Bruxelles, et on établit des passerelles avec l'autre côté, l'autre camp, avec l'Union soviétique, par son voyage en 1966, son fameux discours de Phnom Penh où il dénonce l'ingérence particulière des États-Unis dans certaines régions du monde, et où il envisage une autre manière de régler les problèmes. Et donc, à partir du moment où les choses sont simples, il est beaucoup plus facile pour un dirigeant de prendre le contre-pied et d'aller, de mettre sa politique dans une certaine direction. Aujourd'hui, c'est impossible parce que le monde est abominablement compliqué. Alors c'est pire, ce que j'entends là quand vous dites ça, c'est que c'est pire aujourd'hui que c'était lors de la guerre froide. Est-ce que j'ai bien compris? La guerre froide, c'était très calme. Hein. Il y avait des conflits périphériques que l'on savait très bien gérer. Et puis pour le reste, eh bien, il y avait des phases de détente, des phases de tension, mais on maîtrisait très bien les choses. C'était, si vous voulez, comme en mathématiques, c'était une équation linéaire.
une équation linéaire, on trouve la solution très facilement. En revanche, si les équations sont complexes, s'il y a beaucoup d'inconnus, eh bien, on entre dans ce qu'on appelle la théorie du chaos. Et là, un effet minime à un endroit peut produire un effet catastrophique à un autre. Et c'est notre situation actuelle. Comment est-ce que vous voyez les choses, Jean-Yves ? Bien, je partage ce qui vient d'être dit, effectivement. Dans les années 60, nous étions effectivement, il y avait deux blocs, et nous étions en plus dans l'ère de la dissuasion. C'est-à-dire que la guerre était devenue impossible, puisque c'était l'autodestruction de la planète. Et les choses, vous allez me dire, en quoi elles ont changé aujourd'hui, puisqu'il y a toujours des grandes puissances nucléaires, mais il y a le risque de la prolifération nucléaire, on le voit avec la question iranienne, on le voit avec la question coréenne. Et si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, alors pourquoi pas l'Arabie Saoudite, qui a une peur terrible de l'Iran, pourquoi pas la Turquie, qui veut devenir la grande puissance du Moyen-Orient, pourquoi pas le Japon, qui, certes, c'est interdit par sa constitution, mais Shinzo Abe ne pense qu'à la réviser, si la Corée du Nord, effectivement, devient une puissance nucléaire. Donc, nous entrerons, effectivement, nous sommes dans un monde, effectivement, plus complexe et plus trouble. Rappelez-vous ce que disait Raymond Aron de la guerre froide, c'était l'époque de la guerre improbable, mais de la paix impossible. Guerre improbable, paix impossible. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que la guerre n'est plus si improbable et en même temps, la paix n'est plus impossible. La paix est possible. Donc c'est une période qui est aujourd'hui qui est plus complexe, mais on peut la voir comme porteuse éventuellement de conflits, mais elle peut déboucher aussi sur la paix universelle, réellement. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de conflits interétatiques. Aujourd'hui, il y a des conflits, mais ils sont souvent intra-étatiques. Alors, la vision de Gaulle à l'époque de se placer entre les deux camps atlantistes et l'Union soviétique, est-ce que c'était visionnaire ce qu'il a fait, ou est-ce qu'il y avait des autres leaders à l'époque qui faisaient pareil ? Ce qui est original dans ce qu'il a fait, c'est que c'est une grande puissance occidentale qui a pris l'initiative d'une sorte de rapprochement. Il faut dire que les conditions se prêtaient à cela, puisque c'était l'amorce de la détente, les négociations entre l'Union soviétique et les États-Unis sur les premières limitations d'armement. Donc, les conditions permettaient une certaine marge de manœuvre aux dirigeants français. Mais n'empêche que lorsque les choses devenaient sérieuses et qu'il y avait réellement un risque de guerre, De Gaulle affirmait toujours qu'il se mettait du côté de l'Alliance, c'est-à-dire qu'il était l'allié des États-Unis. En revanche, sa marge de latitude était grande dans la mesure où le contexte le permettait. Mais à côté de cela, il y avait un grand bloc de pays non alignés qui essayaient de déterminer une éventuelle troisième voie, qui en fait étaient pour beaucoup des alliés objectifs de l'Union soviétique, et le mouvement des non-alignés, dont l'un des principaux membres était tout de même Cuba, il y avait la Yougoslavie, il y avait l'Inde, qui était pendant toute cette période, la Yougoslavie un peu moins parce qu'elle était entre la Russie et la Chine, mais c'était plutôt des alliés objectifs de l'Union soviétique. Jean-Yves Lanour, comment est-ce que De Gaulle aurait géré, d'après vous, un type comme Donald Trump ? Comment il aurait géré, pardon, j'ai pas entendu votre... Le président américain actuel, Donald Trump, sa personnalité, sa manière de fonctionner, c'est quand même un défi pour un homme d'État, disons, habituel. Oui, rationnel. Plus traditionnel, oui. Alors, oui, c'est sans doute un défi. Mais vous savez, De Gaulle était un pragmatique et puis c'était un réaliste. C'est-à-dire que, d'ailleurs, lui, il ne disait pas l'URSS, par exemple, il disait la Russie. Il disait, sous l'URSS, la Russie demeure. Ça signifie quoi, quand il a dit ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, les vieux réflexes nationalistes, derrière l'idéologie, vous avez toujours une nation. Et que l'idéologie est parfois un détour de la voie nationale pour l'affirmation, comme par exemple le maoïsme était aussi un détour idéologique pour reconstruire une Chine puissante, et c'est ça l'objectif, reconstruire une Chine puissante, affirmé ensuite par Deng Xiaoping, peu importe que le chat soit noir ou blanc, l'important c'est qu'il attrape des souris, donc peu importe qu'il soit libéral ou communiste, mais l'important c'est que la Chine soit puissante. Alors comment, mais faut quand même avoir à l'esprit que De Gaulle, si on veut comparer le monde d'aujourd'hui et le monde de Gaulle a quand même échoué dans sa tentative
de créer des passerelles, dans sa tentative de faire de Paris une sorte de plaque tournante d'intermédiaire entre l'Est et l'Ouest. Certes, la France fait partie du bloc occidental, mais en même temps serait amie de l'URSS et créerait des liens avec les voyages en Pologne, en Roumanie, etc. Mais ça n'a pas véritablement fonctionné, puisque Paris n'a jamais été véritablement le lieu de négociation entre les deux grands, et la France n'a jamais été tout à fait cet intermédiaire. Les deux grands, quand il y a eu la détente à partir de 62, après la crise des missiles de Cuba, les deux grands se sont parlé directement, et la détente s'est faite entre les deux grands sans passer par la France. C'était le calcul de Gaulle, c'était à la fois être membre du bloc occidental, mais en même temps se retirer du commandement intégré de l'OTAN, critiquer les États-Unis, être cet intermédiaire, cet ami de l'URSS, tout en étant dans le bloc occidental, pour être un petit peu le porte-voix et donc le centre de la diplomatie, être au centre de la diplomatie. Mais ça a échoué. Ce qui est intéressant, si parce qu'il y a plein de... Oui, ça n'a pas forcément tout à fait échoué, dans la mesure où il y a eu tout de même un mouvement qui s'est créé au niveau européen d'avancer vers l'Union soviétique, et je crois que c'est parce que De Gaulle a donné une impulsion que les chanceliers ouest-allemands ont lancé leur fameuse Ostpolitik, qui était de créer justement les conditions pour éventuellement la réunification à terme de l'Allemagne, mais surtout pour surmonter les tensions à l'intérieur du continent européen. Or justement, l'un des leitmotivs de Gaulle, c'était l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire que la Russie, effectivement, la Russie soviétique, même si elle était soviétique, était un membre constitutif de l'Europe qui allait jusqu'à l'Oural. Et s'il avait visité à cette époque-là Vladivostok, il aurait dit l'Europe de l'Atlantique au Pacifique, parce que Vladivostok, il l'aurait vu tout de suite que c'est une ville européenne. Jean-Yves, comment est-ce que De Gaulle a vu cette idée de l'Union européenne, et est-ce qu'il aurait pu deviner sa trajectoire ? Deviner, évidemment, là on est toujours dans la prospective, je ne sais pas exactement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a chez De Gaulle, on a parlé de l'Europe, ce slogan de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il a parlé aussi d'Europe européenne. Europe européenne, ce qui signifie en fait une Europe indépendante des deux grands. L'Europe ne comptait plus, effectivement, après 1945. Elle est partagée, il y a un rideau de fer qui la partage en deux, il y a un bloc occidental, il y a des pays qui sont alignés derrière les États-Unis, qui sont dans l'OTAN, et de l'autre côté, les pays qui sont membres du pacte de Varsovie, qui sont alignés derrière, qui sont caporalisés par l'URSS, qui sont dans l'Empire soviétique. Donc, créer une Europe européenne, c'est créer une Europe indépendante. C'est pas, évidemment, ce n'est pas évident, mais cette question de l'indépendance de l'Europe, elle est toujours posée aujourd'hui, puisque on voit bien à quel point les États-Unis pèsent dans la construction européenne, ou plutôt dans la non-construction européenne, comment ils ont plaidé pour l'élargissement, pour torpiller l'approfondissement, comment... Donc la question du poids des États-Unis toujours dans la construction européenne, elle s'est toujours posée aujourd'hui. Et puis il y a la question aujourd'hui, la nouvelle question, c'est l'Empire chinois, les nouvelles routes de la soie, les investissements en Grèce, les investissements en Italie récemment, ce qui fait que là aussi la question de cette indépendance vis-à-vis de ces deux grandes nations du XXIe siècle est toujours posée pour l'Europe. Alors, comment est-ce qu'il aurait géré la question de la Chine, un monde multipolaire avec plusieurs puissances, Pierre ? N'oublions pas que c'est De Gaulle qui a reconnu la Chine continentale comme puissance, et c'est en grande partie cette reconnaissance qui a permis à la Chine de récupérer le fauteuil de membre permanent des Nations Unies, qui était précédemment occupé par la Chine républicaine, c'est-à-dire Taïwan. Donc, vis-à-vis de la Chine, il était également très pragmatique. Je crois que la caractéristique, ce qui a été dit, la caractéristique de Gaulle était le pragmatisme. Il voyait les choses sous le prisme français, mais il les voyait d'une manière très claire, et il savait
comment gérer les choses, simplement parce qu'il avait une expérience extraordinaire qui avait été le rôle de leader de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait côtoyé quotidiennement Churchill, il avait eu des rencontres répétées avec Roosevelt, il avait rencontré Staline, il voyait se créer le monde de l'après-guerre, et il le voyait sous un aspect qu'il n'approuvait peut-être pas. Et en particulier, en ce qui concerne la construction européenne, il était très réticent au fédéralisme. Il ne pensait pas que l'on puisse créer une Union européenne faite de peuples, d'un peuple européen qui serait plus ou moins uni, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Lui, il voyait l'Europe des nations. Et sa fameuse interview télévisée où il avait bondi sur sa chaise en disant que l'on saute comme des cabris en criant l'Europe, l'Europe, sans se donner les moyens de la construire réellement, c'est-à-dire à partir de ce qui est important, c'est les nations, c'est pas un conglomérat informe de peuples qui va créer l'Europe. Et ce n'est surtout pas, dans son esprit, je pense qu'il était clair que ce n'était pas une construction bureaucratique comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Jean-Yves, quelle est la plus grande leçon le plus important de l'époque de Gaulle qui s'applique ou pourrait s'appliquer au monde aujourd'hui? Alors, qui pourrait s'appliquer en tout cas à la France, la constante de Gaulle, c'est cette idée de la grandeur de la France, cette certaine idée de la France. Donc, alors évidemment, grandeur de la France dans les années 60 et aujourd'hui, les choses ont changé puisqu'il y a de nouveaux acteurs. Le monde est de plus en plus multipolaire et puis on voit effectivement des puissances émergentes comme l'Inde, comme la Chine qui pèsent de plus en plus alors qu'elles ne pesaient pas autant en 1960. Alors la leçon, je pense, qui est vraiment la continuité de toute sa formation intellectuelle, idéologique, etc. C'est cette idée de l'indépendance nationale. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui découlent, évidemment. C'est tout en étant membre du bloc occidental, ne pas être aligné pour autant derrière Washington. C'est vis-à-vis de la construction européenne, effectivement, opter plus pour la confédération que pour le fédéralisme. C'est la politique de la chaise vide quand on veut convaincre, qu'on veut, contraindre la France. Donc on arrive à la règle du veto. Ça marchait quand on était dans l'Europe des 6, le veto, mais le problème dans une Europe à 27, le veto, évidemment, ça devient plus difficile quand un pays comme Malte de 500 000 habitants, vous voyez, peut tout bloquer. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Donc il y a vous voyez, je parle de l'Europe, je parle de la diplomatie internationale, mais aussi la force de frappe. La force de frappe, c'est extrêmement important. Une force de frappe autonome, l'arme atomique, c'est une volonté donc de Gaulle. Tout ça, ça rentre toujours dans cette idée d'une France qui doit être indépendante et souveraine dans l'idée de Gaulle. Pierre. Oui, je crois qu'effectivement. Et puis il y avait un autre élément qui était important, c'est que le gaullisme avait je ne parle plus de Gaulle, mais du gaullisme, c'est-à-dire de ce que l'on imagine. On imagine, je précise bien, être sa doctrine, mais ce qui était très clair, c'est que De Gaulle avait une dimension sociale qui était très nette, et en particulier ce qu'il envisageait sous la forme de participation, c'était une sorte de cogestion, c'était l'actionnariat ouvrier, c'est-à-dire faire qu'à terme, les employés, les ouvriers d'une usine détiennent une part importante des actifs de manière à pouvoir peser sur l'avenir de l'usine. Donc, il ne combattait pas le capitalisme, mais il essayait de l'adopter à des nouvelles donnes qui étaient beaucoup plus sociales. Et puis, il y a également le fait que, hélas, nous sommes passés depuis l'époque de Gaulle successivement à une sorte de gestion purement technique, purement économique de la politique, qui a favorisé, en particulier dans un pays comme la France, où il y a un grand secteur
public qui a favorisé ce qu'on appelle le capitalisme de copinage, de connivence, d'une certaine manière le capitalisme d'État, avec ses dérives, c'est-à-dire le fait que certaines personnes bien placées peuvent détourner certains moyens de l'État et produire une sorte de dérive dans l'affaiblissement de la morale publique qui fait que De Gaulle éteignait la lumière lorsqu'il sortait d'un salon de l'Élysée et que un président trouve normal de payer presque 10 000 € un coiffeur mensuellement. Enfin bon, là il y a une dérive qui est évidente depuis l'époque de Gaulle et c'est, je crois, que l'enseignement de ce que devaient être des chefs d'État responsables s'est dilué au fil du temps pour arriver à cette déliquescence dans le sens de l'État que l'on trouve actuellement. Jean-Yves, est-ce qu'il y a quelque chose, une leçon qu'on pourrait en tirer sur la manière dont peut-être les dirigeants français, le pouvoir exécutif français pourrait gérer aujourd'hui la crise qu'on est en train de vivre, la crise des Gilets jaunes, par exemple? Oui, il est certain que l'on manque de projets collectifs. Et De Gaulle, pour en revenir à l'idée de grandeur de la France, c'est-à-dire que l'idée, c'était évidemment d'être au-dessus des partis, c'est le mythe gaullien, bien sûr, de rassembler les Français derrière leur chef ou derrière un projet. Parce que c'est l'idée que unis, eh bien, impossible n'est pas français. Unis, la France peut faire de grandes choses. Dès quand les Français sont unis derrière un projet ou derrière un chef. Donc c'était cette idée-là. Mais effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que De Gaulle n'était pas un libéral. Et aujourd'hui, on est complètement converti au libéralisme. Aujourd'hui, l'économie prime sur le politique. Quand il y a une décision qui est prise, la première question que posent les journalistes, c'est comment vous financez cela ? On est toujours dans l'interprétation économique pure. À l'époque, dans les années 60, il y avait le politique primait, les décisions politiques primaient sur l'économique. La politique de la France ne se fait pas à la corbeille, disait De Gaulle. Et l'économie, c'est vrai qu'il maîtrisait peut-être assez mal. Sa formation, c'était plutôt la philosophie, l'histoire, la stratégie. Et il maîtrisait peut-être plus mal les sciences économiques. Mais pour lui, l'économie, c'était l'intendance. Et l'intendance suivra, disait-il. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'intendance qui nous gouverne et nous manquons de projets politiques. Oui, c'est exact. Je souscris pleinement à cela. Mais De Gaulle avait un avantage sur ceux qui lui ont succédé, en tout cas depuis les années 70, c'est que ses budgets étaient à l'équilibre. Ce qui n'est plus le cas depuis longtemps, j'imagine. Oui, depuis très longtemps, hélas. Oui, alors c'est assez intéressant l'évolution de la France depuis, l'évolution du monde depuis. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce fait que il y a plein d'hommes politiques en France qui se disent gaullistes, mais à l'époque, est-ce que Charles de Gaulle se disait gaulliste ? On vient de dire que c'était pas un libéral, mais est-ce que c'était un nationaliste ? Comment est-ce que lui décrivait sa politique ? Est-ce qu'on en sait quelque chose ? Jean-Yves ou Pierre ? C'est pour moi. Comme la question était embarrassante, je le disais, je crois que Pierre va répondre excellemment. Mon silence était éloquent. Alors, vous savez, De Gaulle, c'est pas un personnage qui est facile à cerner parce qu'il est syncrétique. Il y a en lui du catholicisme. Nous avons parlé du projet de la participation économique des employés, des ouvriers à leurs entreprises. On voit bien que ça s'est imprégné de catholicisme social qui fait vraiment partie de sa formation politique, de son milieu. Donc il y a du catholicisme social, il y a de l'humanisme, il y a du nationalisme, bien sûr. Il y a des références aussi à la Révolution, à l'an 2, à cette capacité de mobilisation d'une nation, au sursaut national. Donc il puise à diverses sources de l'identité et de l'histoire française, dont il voulait d'ailleurs être une sorte de quintessence, d'aboutissement. Il s'inscrivait dans l'histoire. C'était en gros de Vercingétorix à De Gaulle. Jean-Yves Lanour et Pierre Laurin, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur désordmondial.com ou sputniknews.com.